Alors, donc on arrive au chapitre numéro 4 des cours sur la RAID. Donc le chapitre numéro 4 du cours sur la RAID, c'est amplification et filtrage. Donc amplification et filtrage, en fait là on parle de son, et on va regarder quels sont les procédés qu'on trouve dans les amplificateurs, comment on va pouvoir calculer les valeurs caractéristiques d'un amplificateur, déterminer le gain, savoir si c'est un amplificateur de qualité, comment choisir un plutôt qu'un autre. Et puis on va aussi voir la notion de filtrage. Alors le filtrage, on verra dans ce cours que finalement ça va nous permettre de sélectionner quelles sont les fréquences audio qu'on va vouloir mettre en avant, ou alors même retirer, c'est-à-dire les enlever ou les atténuer. Donc on va commencer déjà par les amplificateurs. Donc on va essayer de voir ce que c'est que cette fonction amplification. Alors pourquoi j'appelle ça une fonction amplification? Parce qu'en fait, il y a des tas de montages et de composants qui peuvent réaliser cette fonction. Et donc, on va plutôt que de regarder un schéma électronique dans le détail avec pourquoi on va mettre telle résistance à tel endroit et tel condensateur ici, on va plutôt prendre la fonction dans sa globalité et puis regarder ce qui rentre et ce qui sort de cette fonction et voir comment on peut faire déjà des calculs là-dessus. Donc qu'est-ce que c'est que cette fonction amplification? Un amplificateur permet d'augmenter la puissance. Alors là on parle bien de puissance, on parle de watts. Donc là on va revoir un petit peu les formules qu'on avait vues en seconde sur ces fameuses formules de puissance. Ce qui est important dans un amplificateur, c'est l'augmentation des watts. C'est la puissance de sortie. Et donc qui permet d'augmenter la puissance d'une source, donc d'une source audio, pour l'envoyer en sortie. En sortie, en général, on envoie ça, si on est sur de l'audio, on va envoyer ça sur des haut-parleurs qui nécessitent une certaine puissance pour pouvoir fonctionner correctement. Donc un amplificateur, vu qu'il apporte de la puissance, il a évidemment besoin d'une source d'énergie extérieure pour fonctionner. L'amplificateur ne va pas créer des watts à partir de rien. Ça veut dire qu'il doit avoir un étage d'alimentation, à partir de la tension du secteur, par exemple. Donc là, classiquement, on va transformer la tension 230 volts alternative du secteur en deux tensions continues symétriques, par exemple plus 30 volts, moins 30 volts, et c'est ces tensions symétriques qui vont nous permettre d'amplifier le signal sonore. Donc ça veut dire que j'ai besoin de tirer de l'énergie de la prise secteur. Je peux aussi avoir des amplificateurs qui fonctionnent avec une batterie, mais en tout cas, on a absolument besoin d'une source d'énergie extérieure. Donc si je résume un petit peu l'amplificateur à une simple fonction que je cache dans un rectangle, et que je néglige l'alimentation, donc sachant qu'il y en a une, mais pour simplifier les calculs, je ne vais pas la dessiner, on peut résumer l'amplificateur à un quadripôle, c'est-à-dire un rectangle avec deux fils en entrée et deux fils en sortie. Si j'ai deux fils en entrée, je vais pouvoir définir deux grandeurs, deux valeurs. Le courant I1, je rappelle, le courant électrique, c'est un déplacement d'électrons. Donc là, le courant I1, finalement, c'est un certain courant qui passe à travers ce fil et qui va rentrer dans l'amplificateur. Évidemment, il va ressortir de l'autre côté. L'amplificateur ne consomme pas le courant, il se sert simplement du passage du courant. Donc j'ai ce courant I1, et évidemment j'ai une tension, donc la différence de potentiel entre le fil là et le fil là, que j'appelle U1. Donc I1 ce sera en ampères, et U1 ce sera en volts. Vu qu'on est du côté de l'entrée, le côté gauche c'est le côté d'entrée de l'amplificateur, ces valeurs de volts et d'ampères, elles sont petites. Et nous on veut les augmenter en sortie. Je rappelle que pour calculer une puissance, on a une formule qui dit P égale U fois I, c'est-à-dire les volts fois les ampères. Donc pour avoir des watts, je peux augmenter les volts, je peux augmenter les ampères, je peux augmenter les deux. On va voir que l'amplificateur fait les deux. Et donc en sortie, vers le haut-parleur, je vais retrouver un courant I2 et une tension, une différence de potentiel U2 en volts. Alors j'ai dessiné le courant I1 entrant et le courant I2 sortant, c'est simplement pour se faire une meilleure idée. Mais il ne faut pas oublier que un signal sonore, c'est un signal alternatif. Donc ça veut dire que le courant I1, il change de sens constamment. Et le courant I2 aussi, il change de sens constamment. Mais pour qu'on ait une idée plus simple de ce qui se passe, on va dessiner le courant entrant au niveau gauche de I1 et puis sortant au niveau droite de I2.
Donc on va considérer en entrée les valeurs suivantes, I1 en ampères, U1 en volts, qui sont des petites valeurs, et puis j'ai P1, la puissance en entrée. Comme on sait que P égale U fois I, ben P1 ce sera égal à U1 fois I1. Et évidemment la puissance en entrée, vu qu'elle multiplie deux valeurs qui sont plutôt petites, elle sera également plutôt petite. Et donc on va considérer en sortie de ce quadripôle U2 et I2, qui sont des ampères et des volts de plus grande valeur, et donc P2, qui est le résultat du calcul U2 fois I2, ben il sera aussi plus grand. C'est le but de l'amplificateur. Donc pour augmenter la puissance en sortie, on peut augmenter la tension ou le courant, ou même les deux, c'est ce que je disais tout à l'heure. Alors la première chose qu'on peut calculer sur un amplificateur, c'est son amplification en tension. L'amplification en tension, en fait, je vais regarder de combien il augmente les volts, de combien il augmente la tension. Donc l'amplification en tension, c'est la multiplication de U1 pour avoir U2. Par exemple, si j'ai U1 qui fait 2 volts et U2 qui fait 4 volts, eh ben je vais avoir une multiplication par 2 entre U1 et U2. Donc là, j'aurai un amplificateur qui aura une amplification en tension de 2. On dit que la tension a été multipliée par 2. Alors 2 c'est un coefficient sans unité, puisque c'est un coefficient multiplicateur. C'est le résultat c'est l'opération de multiplication des volts pour avoir un autre niveau de volt. Donc c'est un coefficient sans unité qui se calcule avec la formule suivante. Donc si je veux savoir par combien j'ai multiplié, c'est facile, il me suffit de diviser la plus grande valeur par la plus petite. Donc finalement, cette amplification en tension, je vais l'appeler AV, A pour amplification, et V pour dire que c'est l'amplification des volts, et bien ce sera égal à U2 divisé par U1. Si je reprends l'exemple de tout à l'heure, avec 2 volts et 4 volts, et bien ça me fera 4 divisé par 2, et donc ça fera bien 2, sans unité. 4 volts divisé par 2 volts, ça donne un résultat sans unité. On peut faire la même chose avec la puissance. C'est-à-dire que là, je vais regarder de combien je multiplie les watts entre l'entrée et la sortie de mon amplificateur. L'amplification en puissance est la multiplication de P1, c'est les watts, pour avoir P2. C'est aussi un coefficient sans unité, et il se calcule avec le même genre de formule, sauf que là, je vais faire une division de P2 par P1. Et comme c'est une amplification en puissance, je vais l'appeler A pour amplification, P en puissance, qui sera égal à P2 divisé par P1. Genre, si j'ai 1 watt en l'entrée de mon amplificateur et que j'ai 10 watts en sortie, ça me fera 10 divisé par 1, et donc j'aurai une amplification en puissance de 10. Ça veut dire que mon ampli multiplie la puissance par 10. Ok, on va prendre un exemple concret pour voir le genre de calcul qu'on peut faire là-dessus. Donc on va imaginer une cellule. Alors une cellule d'un magnétophone ou d'une platine vinyle par exemple, c'est quelque chose qui ne puise son courant que d'un tout petit mouvement ou d'une toute petite variation magnétique sur une bande magnétique. Donc ça veut dire qu'on va avoir des courants et des tensions qui sont très petites. Donc là par exemple, dans mon exercice, j'ai un courant de 2 microampères, 2 millionièmes d'ampères, et puis j'ai une tension U1 qui ne fait que 5 millivolts, 0,005 volts. Donc là, on est sur des valeurs qui sont vraiment très petites. Et puis, je vais passer ça dans un amplificateur, et puis je vais essayer de sortir ça sur un haut-parleur, et puis, tant qu'à faire, d'entendre quelque chose. Parce que si j'envoie 2 microampères et 5 volts dans le haut-parleur, évidemment, je ne vais rien entendre. Donc le haut-parleur, il est équivalent à une résistance de 4 ohms. On dit que c'est son impédance caractéristique. En fait, quand il va recevoir une certaine tension alternative, il va se comporter comme si il était une résistance de 4 ohms. Et ça c'est bien parce que du coup on va pouvoir faire des calculs avec la loi d'Ohm. Donc la puissance de sortie de mon ampli est de 100 watts RMS. Alors voilà un nouveau terme, RMS, c'est de l'anglais, ça veut dire root mean square. En fait c'est une puissance qui est calculée en utilisant les valeurs efficaces. Alors j'y reviendrai tout à l'heure. Donc nous allons calculer ID, U2, AV et AP. Alors on va essayer de commencer par le couple I2 et U2. Alors comment faire pour trouver ces valeurs-là? Sachant que je connais I1, U1, ok, très bien.
mais je ne sais pas du tout ce qui se passe à la sortie de mon amplificateur. En fait, à la sortie de mon amplificateur, j'ai que deux valeurs que je peux utiliser. Je sais que j'ai une puissance de sortie de 100 watts. Vu que c'est à la sortie, ben cette puissance, je vais l'appeler P2, hein. C'est notre P2 de tout à l'heure, qui sera égal à U2 fois I2. Et puis je sais aussi que le haut-parleur, que je vais appeler RHP, eh ben, il a une résistance équivalente à 4 ohms. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va nous falloir trouver une formule, dans celle qu'on connaît déjà, où dedans j'ai du P et du R. Donc, cette formule, elle va nous permettre de calculer I2. Vous pouvez essayer de rechercher sur internet une formule, mettre en pause et chercher sur internet une formule où je vais avoir du I, du P et du R. Si vous ne l'avez pas encore trouvé, la voici. Nous, on sait que P2, donc la puissance de sortie, on sait que c'est égal à U fois I, donc U2 fois I2, mais ça doit être aussi égal à R fois I2 au carré. La formule que je vous demandais de retrouver, c'est P égale R fois I carré. Grâce à cette formule-là, je vais pouvoir la retourner pour pouvoir obtenir I2. Alors, retourner cette formule, ça veut dire déjà oublier la partie où j'ai U2 fois I2, et je vais garder que P2 égale R fois I carré. Et donc là, je vais essayer d'envoyer le R de l'autre côté. Si j'envoie le R de l'autre côté, donc là je vous ai mis direct le résultat, mais si on fait un petit peu le détail, quand j'envoie le R de l'autre côté, il est multiplié, il va se retrouver divisé, c'est-à-dire en dessous du P2. Ça va me donner P2 sur R égale I2 au carré. Sauf que moi je veux pas I2 au carré, je veux I2 tout court. Et comment je fais pour éliminer un carré? Pour éliminer un carré, il faut que je fasse une racine carrée. Donc je vais faire I2 égale racine carrée de P2 sur R. Et là je vais pouvoir obtenir le résultat en remplaçant par les valeurs. P2 je sais que c'est 100 watts, et R je sais que c'est 4 ohms. Donc ça me donne, application numérique, I2 égale racine carrée de 100 divisé par 4. Alors attention, la racine carrée englobe le résultat de cette division. Hein. C'est pas racine de 100 et ensuite je divise par 4. C'est bien racine carrée du résultat 100 divisé par 4. 100 divisé par 4, c'est 25, et racine carrée de 25, c'est 5. Donc on se retrouve avec un courant I2 de 5 ampères. Et là je vous laisse imaginer l'amplification qu'on a ici, c'est-à-dire je rentre un courant qui fait 2 microampères, c'est-à-dire 2 fois 10 puissance moins 6 ampères, et je sors 5 ampères. Donc j'ai une belle multiplication déjà des ampères. Ensuite, on va pouvoir en déduire U2. Donc pour le calcul de U2, maintenant qu'on connaît I2, ça va être facile. Je connais P2, je sais que P2 égale U2 fois I2, donc il me suffit de changer la formule de puissance. Donc je sais que P2 égale U2 fois I2, je cherche U2, donc c'est I2 qui va changer de côté, il était fois, il va se retrouver divisé en dessous de P2. Donc U2 égale P2 divisé par I2. P2 est toujours égal à 100 watts, I2, je l'ai calculé tout à l'heure à 5 ampères, donc ça me donne 100 divisé par 5, et 100 divisé par 5, ça fait 20. Comme je cherche une différence de potentiel, c'est donc bien des volts, et donc j'ai une tension U2 en sortie de 20 volts. Là aussi, je constate que j'ai une belle amplification, parce que je passe de 5 millivolts à 20 volts. Ok. Maintenant, on va pouvoir en déduire AV. AV, je rappelle que c'est l'amplification en tension, c'est-à-dire de combien j'ai multiplié les volts entre l'entrée et la sortie. Et donc la formule, on l'a donnée plus tôt dans le cours, c'est U2 divisé par U1, U2 divisé par U1. Je les connais tous les deux, hein, je viens de calculer U2 à 20 volts, et je sais que U1 il fait 5 millivolts. Alors attention, à la conversion, je vais mettre ça en 10-3. Donc 20 divisé par 5 fois 10-3. Et ça me donne une amplification en tension, sans unité, puisque c'est un coefficient multiplicateur de 4000. Je traduis, ça veut dire que l'amplificateur a multiplié les volts entre U1 et U2 par 4000. J'ai 4000 fois plus de volts. Maintenant, je vais essayer de trouver AP, l'amplification en puissance. Donc je fais le même genre de calcul, sauf que je vais utiliser P2 et P1. Alors par contre, problème, P1, je ne le connais pas. Mais je connais I1 et U1. Et je sais que P1
P égale U fois I, donc P1, ce sera U1 fois I1. On va d'abord calculer P1, donc ce sera U1 fois I1, c'est-à-dire 5 fois 10 moins 3, ah oui, 5 millivolts, fois 2, c'est le 2 d'ici, fois 10 puissance moins 6. Ça vient du micro. Donc, 5 fois 10 moins 3 fois 2 fois 10 moins 6, quand on multiplie des puissances de 10, eh ben, on va ajouter. C'est-à-dire moins 3 moins 6, ça fait moins 9. Et 5 fois 2, ça fait 10. Donc ça fait 10 fois 10 puissance moins 9 watts. Et des 10 puissance moins 9, bah, c'est des nanowatts. Ça veut dire que je rentre 10 nanowatts et je sors 100 watts. Et on va voir par combien on a multiplié les watts. Donc je calcule AP avec le même genre de calcul que pour AV. AP, je rappelle, amplification en puissance. La puissance de sortie divisée par la puissance d'entrée. 100 divisé par 10 fois 10 moins 9, 10 nanowatts. Et ça me donne 10 fois 10 puissance 9, c'est-à-dire 10 milliards. Mon amplificateur, qui est un amplificateur tout à fait classique, multiplie la puissance par 10 milliards. 10 milliards, c'est un chiffre énorme, et on a du mal à se rendre compte de ce que c'est que cette multiplication. Déjà, les 4000 de AV tout à l'heure, on avait beaucoup de mal. Là, on se retrouve avec un chiffre énorme. Et donc, c'est là qu'on va utiliser une autre unité, qui est plus parlante, et on va changer d'échelle. On va parler de gain. Et on va parler de gain en tension. Le gain, en fait, on va voir qu'on va passer sur une échelle logarithmique. Et une échelle logarithmique, ça ne fonctionne pas comme une échelle dite linéaire. Là, on perd tout ce qui est coefficient de proportionnalité. Ça veut dire que, par exemple, une échelle logarithmique, c'est l'échelle des dB acoustiques. Quand j'augmente de 3 dB acoustiques, je multiplie mon son, ma pression acoustique par 2. Donc on voit que augmenter de 3, c'est multiplier par 2, on n'est pas du tout sur quelque chose de linéaire et de proportionnel. Donc on le voit, l'amplification est un chiffre très grand. Nous allons donc utiliser une échelle logarithmique pour calculer le gain en tension. Et donc pour ça, on va partir du gain, enfin de l'amplification en tension, et on va le calculer avec une formule où il y aura un log à l'intérieur. Et donc cette formule, c'est GV, gain en tension, GV, gain en volts, sera égal à 20 fois log de AV. Alors qu'est-ce que c'est que ce log? Vous l'avez vu en mathématiques, le log, c'est une opération. Et pour vous, c'est simplement une touche de la calculette. Donc on va faire un exemple. Ah oui, alors je précise que les gains, ils ne sont pas sans unité, ils se comptent en dB, en décibels, un dixième de bel. Donc attention à ne pas confondre l'échelle des décibels et les dB acoustiques. L'échelle des décibels représente une multiplication. Ça représente une relation entre deux nombres. Tandis que des dB acoustiques, ça c'est une valeur absolue. Donc avec cette échelle, une augmentation de 6 dB correspond à une multiplication par 2 de la tension. Alors je vous ai dit que les dB acoustiques, c'était pas 6 dB, c'était 3 dB, on va voir pourquoi tout à l'heure. Parce que les dB acoustiques sont le résultat d'un calcul de puissance. Justement, j'y viens, le gain en puissance. Donc on a aussi une échelle logarithmique pour le gain en puissance. Alors évidemment, celui-là, on ne va pas l'appeler GV, on va l'appeler GP. Sauf que quand on passe sur la puissance, on n'est plus sur du 20 fois log, mais on est sur du 10 fois log. Et ça s'explique parce que la puissance, c'est déjà une multiplication de U fois I. Donc c'est pour ça que, du coup, on a moins besoin de multiplier pour passer sur du gain. Donc avec cette échelle, une augmentation de 3 dB, donc là c'est comme les dB acoustiques, correspond à une multiplication par 2 de AP. Alors par exemple, si je suis à 10 dB et que je passe à 13 dB, ça veut dire que ma puissance a été multipliée par 2. Si je passe à 16 dB, ça veut dire qu'elle a été multipliée par 4, etc., etc. Alors je reprends l'exemple de ma cellule de tout à l'heure. Donc si j'essaye de calculer le gain en tension, je vais partir donc de l'amplification en tension que j'avais trouvé tout à l'heure, et puis je vais appliquer le log, et puis je vais multiplier ça par 20. Donc l'amplification en tension qu'on avait trouvé tout à l'heure dans l'exercice, c'était 4000. Je rappelle, c'est les volts l'amplification en tension. Entre U1 et U2, ça a été multiplié par 4000. Et on va voir combien ça donne une multiplication par 4000 en gain en décibels. Et en fait, si vous tapez ça sur votre calculatrice correctement sans vous tromper, vous trouverez un
gain de 72 décibels. Ça veut dire qu'une multiplication par 4000, finalement, c'est un gain de 72 décibels, c'est un chiffre qui est quand même beaucoup plus petit, et beaucoup plus facile à appréhender, facile à imaginer. On va faire la même chose pour la puissance. Donc je rappelle qu'on avait tout à l'heure un gain en puissance de 10 milliards. On va voir combien ces 10 milliards font en décibels. Donc là pareil, je reprends ma formule, sauf que cette fois je ne mets pas 20 fois log, mais je mets 10 fois log, parce qu'on est sur une puissance. Et plutôt que d'écrire 10 milliards avec le certain nombre de zéros, vous savez que moi j'aime bien utiliser les puissances de 10, parce que comme ça m'évite de me tromper. Si vous tapez ça correctement sur votre calculette, vous trouverez un gain de 100 dB. Donc un gain de 100 dB, c'est-à-dire un rapport entre deux valeurs de 100 dB, correspond à une multiplication par 10 milliards. On voit tout de suite la puissance de cette échelle en dB. Dès qu'on monte sur des chiffres élevés, vous ne trouverez jamais 1000, 2000, 6000 dB, c'est pas possible. Ça ferait des chiffres qui sont beaucoup trop grands. Donc 100 dB, on voit déjà qu'on est sur de la multiplication par 10 milliards. Alors, on va appliquer ça sur un exercice concret. L'exercice concret, c'est un technicien qui mesure avec un oscilloscope. Donc je rappelle ce que c'est qu'un oscilloscope. Un oscilloscope, c'est un appareil qui va nous permettre de visualiser un signal périodique grâce à une grille, et on va pouvoir en déduire sa fréquence, son amplitude, sa période, etc. et des tas de valeurs. Donc je mesure avec cet oscilloscope en même temps l'entrée et la sortie d'un ampli. Comme ça je vais pouvoir comparer les deux. La mesure est la suivante. Donc voilà ce que j'ai sur mon oscilloscope. Le signal en rouge, c'est la voie 1, c'est-à-dire c'est l'entrée, et le signal en bleu, c'est la sortie. Et là vous allez me dire, mais la sortie elle est plus petite que l'entrée. Attention au réglage de l'oscilloscope. Je pense à mon avis que la sortie n'est pas réglée sur le même nombre de volts que l'entrée. Et c'est ce qu'on va vérifier tout de suite. Donc l'entrée est sur la voie 1, c'est le signal rouge, et la sortie est sur la voie 2, c'est le signal bleu. La sensibilité de la voie 1, c'est-à-dire le réglage de la voie 1, c'est 0,5 mV par division. Ça veut dire que dès que je monte d'une division, d'un carreau, je monte que de 0,5 mV. 2 carreaux, c'est 1 mV. Donc vous voyez, on voit que ça monte que en millivolts sur cette échelle-là. Par contre, la voie 2, je suis à 2 volts par division, par carreau. Donc là, si je monte d'un carreau sur la voie 2, là je suis déjà à 2 volts. Donc on voit que c'est pas du tout la même échelle. Donc en regardant les signaux rouges et bleus, on ne peut pas dire comme ça directement qui est le plus grand. Il faut absolument regarder la sensibilité de chaque voie. La base de temps, c'est la même chose, mais cette fois pour la durée. C'est-à-dire que un carreau, une division, va correspondre à une durée de 0,1 milliseconde. 2 carreaux, c'est 0,2, 3 carreaux, c'est 0,3, etc. Ça va nous permettre de déduire la période et la fréquence du signal. Première chose, on va essayer de calculer l'amplitude de V1, c'est-à-dire de la voie 1 de l'entrée. Je rappelle que c'est le rouge. Donc la première chose à faire, ça va être de compter le nombre de divisions que j'ai ici. Si je regarde, j'en ai 1, 2, 3, un peu plus que 3,5, on va dire 3,6. Et ensuite, je vais regarder combien j'ai par division. J'ai 0,5 mV, et puis après, je fais une multiplication. Il suffit de compter les carreaux et de multiplier. Donc si j'ai 3,6 divisions, 3,6 carreaux, multiplié par 0,5, multiplié par 10-3, pourquoi? Parce que c'est des millivolts. Je sais maintenant que l'amplitude, alors l'amplitude, je rappelle, c'est de combien mon signal monte par rapport à sa valeur moyenne. Ça va monter de 1,8 mV. L'amplitude de l'entrée est de 1,8 mV, c'est-à-dire un signal très faible. Je fais la même chose avec V2, le principe est exactement le même. Je vais compter les carreaux et multiplier par le calibre. Donc les carreaux, là j'en ai 1, presque 2, on va dire 1,8, sauf que je suis à 2 volts par carreau. Donc je fais une multiplication, 1,8 fois les 2 volts par carreau, ça fait 3,6 volts. Ok, donc je connais l'amplitude de la voie 1, je connais l'amplitude de la voie 2, maintenant je vais essayer de calculer la période du signal. Alors la période du signal de la voie 1, alors je rappelle que la période c'est le temps que met le signal pour se retrouver identique. On se rend compte que la période du signal d'entrée c'est exactement la même que la période du signal de sortie.
Donc finalement, bah, j'ai besoin de la calculer qu'une fois. Donc finalement, la période, elle va de ici jusqu'à ici. Et c'est ce motif qui est entre ces deux points qui va se répéter pour dessiner le signal par la suite. Donc je vais compter les carreaux de la même manière. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, 6,2. Et ensuite, je vais regarder quelle est la durée par carreau. 6,2 fois 0,1 milliseconde. Donc 6,2 fois 0,1 fois 10-3, bah oui, c'est des millisecondes. Et ça, bah, si on fait la conversion et qu'on on met tout de suite sous la bonne unité, on se retrouve avec 0,62 millisecondes, donc 620 microsecondes. Et ça me permet d'en déduire sa fréquence. Alors je rappelle que la fréquence, c'est le nombre de périodes en une seconde. Et elle se calcule avec la formule qui dit F égale 1 sur T. 1 sur la période, T majuscule c'est la période, on l'appelle pas P, on l'appelle T. Et donc cette période, eh ben, elle est de 620 microsecondes, c'est pour ça que je mets x 10-6. Et donc je fais 1 divisé par 620 x 10-6, et ça me donne 1613 Hz. Alors Hertz, je rappelle que c'est l'unité de la fréquence. On passe ça sur la bonne unité, le bon multiplicateur, donc 1,61 kHz. J'élimine le 3 parce que je fais toujours des arrondis à 3 chiffres significatifs. Ensuite, eh ben, on va pouvoir s'amuser à calculer les valeurs d'amplification, de gain, etc. qu'on a vu jusque maintenant. Donc on sait que l'amplification AV, amplification en tension, c'est V2 sur V1. Donc, du coup, eh ben, je fais 3,6, c'est l'amplitude de la voie 2, divisé par 1,8 fois 10-3, ça c'est l'amplitude de la voie 1, millivolts, hein, donc c'est pour ça que je mets un 10-3, et on se rend compte que ben, mon ampli, il amplifie la tension par 2000, il multiplie la tension par 2000. Donc l'amplificateur est considéré comme conforme s'il possède un gain en tension compris entre 60 et 70 dB. Est-ce que cet amplificateur est conforme? Alors le constructeur nous dit il faut absolument qu'il fasse entre 60 et 70 dB de gain. Là, ce qu'on a calculé, c'est l'amplification, c'est pas le gain. Donc il faut qu'on calcule le gain pour voir s'il est bien dans cette fourchette-là. Je rappelle la formule du gain, c'est 20 fois log de AV. Donc du coup, ça va être 20 fois log de 2000, puisque notre amplification en tension est de 2000. Et ça, quand on tape ça sur la calculette, ça nous donne 66 dB. Est-ce qu'il est conforme? Oui, il est conforme, parce que mes 66 dB sont bien compris entre 60 et 70. Donc je vais considérer que mon ampli est conforme aux spécifications du constructeur. Alors, le technicien va tester un deuxième amplificateur. C'est le même matériel, c'est les mêmes réglages d'oscilloscope, et il obtient des oscillogrammes comme ça. Et là, j'ai la même sensibilité de voie 1, même sensibilité de voie 2, même base de temps. Est-ce qu'il est conforme, ce deuxième amplificateur? Là c'est pareil, je vous laisse mettre la vidéo en pause, essayez de faire les calculs comme j'ai fait tout à l'heure pour vérifier s'il est conforme. Et là on va passer à la correction. Donc première chose à faire, on calcule l'amplitude de la voie 1, je compte le nombre de carreaux, un peu plus de 2, on va dire, je sais pas, 2,3, fois la sensibilité. Ah, j'ai pris 2,4, donc disons 2,4, fois la sensibilité c'est 0,5 milli, donc 10-3, ça me donne une amplitude de 1,2 mV. Je fais la même chose avec la voie 2, je compte les carreaux, j'ai un peu plus que 1, alors on va dire 1,2, j'ai 2 volts par carreau, donc 1,2 fois 2, ça me donne 2,4 volts pour la voie 2. Ensuite, j'en déduis l'amplification en tension. L'amplification en tension, c'est V2 divisé par V1. Donc, je le fais, V2, 2,4 volts, V1, 1,2 millivolts, donc 10-3, et ça me donne un AV de 2000, le même que tout à l'heure, qu'à mon avis sera conforme. Mais pour en être sûr, on va quand même calculer le gain. GV égale 20 log de AV, c'est le même calcul que tout à l'heure, on retombe sur nos 66 décibels. Et donc, oui, l'amplificateur est conforme parce qu'il a un gain compris entre 60 et 70 dB. Donc voilà, j'ai un amplificateur qui est conforme. On va maintenant parler des différents types d'amplificateurs. Donc les amplificateurs de salon,
dans un premier temps. Donc les amplificateurs de salon, c'est ceux qu'on va utiliser pour sonoriser un salon à la maison, pour écouter de la musique ou pour faire du home cinéma par exemple. Donc qu'est-ce qu'ils ont comme caractéristique? Ils sont forcément reliés au secteur de 120 volts efficace, et ils permettent d'amplifier le son provenant d'un lecteur DVD, d'un téléviseur, récepteur satellite, télé par ADSL ou simplement un baladeur. Alors le mot baladeur, on peut dire un lecteur MP3. Alors il possède un certain nombre de sorties pour alimenter des haut-parleurs, un seul dans le cas d'un caisson de basse. Parfois on a un caisson de basse qui a son propre amplificateur, donc du coup cet amplificateur n'a qu'une sortie, parce que le caisson de basse n'a qu'un haut-parleur, mais on peut aller jusqu'à 8 dans le cadre d'une installation au cinéma. Et donc qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Ils sont constitués d'une alimentation, évidemment, puisqu'il faut créer les tensions continues de l'ampli, et plusieurs étages d'amplification. Là c'est pareil, mon rectangle de tout à l'heure, mon quadripôle amplificateur, on peut le multiplier pour augmenter encore l'amplification. On va les mettre en cascade les uns derrière les autres. Et donc, généralement, on trouve comme composants principaux des transistors MOSFET, on a vu ça aussi en seconde, les transistors MOSFET, ou plus rarement des tubes. Les tubes à vide, c'était les méthodes d'amplification qu'il y avait avant qu'on connaisse les transistors modernes. Il y a certains amateurs de musique qui trouvent que les amplifications à tube ont un son plus chaleureux. Alors ensuite on trouve aussi des amplis en automobile. Alors par contre là en automobile la contrainte c'est que j'ai pas le 230 volts. Donc leur fonctionnement est globalement le même que celui des amplis de salon, à part que leur alimentation est en 12 volts continu. Donc et ça c'est un sacré problème parce que fournis par la batterie et qui sont contraints à un encombrement moindre. Alors pourquoi c'est un problème d'avoir que 12 volts? Sachant que j'ai que 12 volts pour avoir beaucoup de puissance, et que P égale U fois I, si U est petit, 12, pour avoir la même puissance, je vais être obligé d'augmenter I. Et donc si j'augmente I, ça veut dire que je vais devoir faire passer des courants dans des câbles qui sont de grandes sections, de grand diamètre, parce que je vais avoir des courants élevés. Donc ils utilisent l'autoradio du véhicule comme source et amplifient le signal sur des sorties de 1 à 4 canaux. Donc pour les haut-parleurs du véhicule, quoi. Et voilà ce que je viens de dire à l'instant, à cause de leur faible tension d'alimentation, 12 volts, le courant consommé doit être très élevé pour atteindre des puissances correctes, ce qui implique un gros diamètre pour le câble d'alimentation. Il existe aussi des amplis professionnels. Alors les amplis professionnels, on les trouve en sonorisation, que ce soit pour de la sonorisation de type boîte de nuit, ou alors pour de la sonorisation de concerts de musique, pour les instruments. Donc ils sont utilisés pour amplifier le son d'un instrument de musique, ou des salles de cinéma, de concerts, de boîtes de nuit. Ils possèdent des caractéristiques en puissance et en fréquence supérieures aux amplificateurs grand public. Alors, caractéristiques en puissance, ça veut dire qu'ils vont avoir un nombre de watts RMS en sortie qui va être très élevé. Un amplificateur de type sonorisation, comme ça peut faire facilement 5000 watts en sortie, RMS. Et les fréquences aussi sont supérieures, ça veut dire que la bande passante, les fréquences basses vont descendre très bas, et les fréquences hautes vont monter très haut, au-delà de ce que l'oreille humaine normalement devrait pouvoir entendre. Les amplificateurs de puissance peuvent atteindre des valeurs de plusieurs milliers de watts, c'est ce que je viens de dire, et les amplificateurs instrumentaux possèdent une meilleure bande passante, gamme de fréquences qu'ils peuvent amplifier, qui va de 10 Hz à 100 kHz. Je rappelle que la limite normalement admise de l'oreille humaine, c'est 20 Hz à 20 kHz, donc on est largement au-delà. Et cette vidéo durant déjà depuis plus d'une demi-heure, on va la couper en deux, et je vais faire une deuxième vidéo pour faire la partie sur les filtres. Donc cette deuxième vidéo sera diffusée en même temps que la première. Donc si vous voulez, on peut se retrouver tout à l'heure sur la vidéo sur les filtres.